Bienvenue dans la saison 1 de Spiritualité et Thérapie, le podcast. Je m'appelle Sandrine Goss, j'exerce en tant que thérapeute. Face à la multitude de concepts spirituels et de thérapie possibles, j'ai décidé d'aller rencontrer d'autres professionnels pour mieux comprendre ce monde du bien-être. Discussion, réflexion, partage d'informations et d'expériences, ce podcast a pour seul objectif de mettre toujours plus de conscience sur votre chemin et de vous aider à faire des choix plus éclairés au quotidien. Bonjour, aujourd'hui dans Spiritualité et Thérapie, le podcast, nous poursuivons avec ce deuxième volet notre échange avec Catherine Tanguy, qui est accompagnante et animatrice spécialisée dans les rêves. Le rêve est à notre service. Il vient nous apporter des choses pour nous aider à aller vers là où on doit aller. Donc si on est persuadé que c'est un bon messager, déjà on ne va pas avoir envie de déformer ses propos. Alors concrètement, comment on fait pour justement rester dans cette objectivité et prendre le meilleur du rêve et prendre le message ? Il faut justement, là encore, continuer à écarter le mental, c'est-à-dire noter tout ce qui vient comme si c'était une liste de courses, sans faire rentrer ni la réflexion, ni le côté affectif, mais vraiment dresser la liste, ce qu'on a vu, quel était l'objet, comment il était, à quel endroit se trouvait-il, est-ce qu'on l'a saisi, pas saisi, mais décrire en fait tout ce qui se passe dans le rêve. Mais c'est vrai que par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent, les comptes rendus des rêves, ils sont pas intéressants. Enfin, quand on les lit, ce sont pas des récits, ce sont vraiment des choses posées les unes à côté des autres, mais il n'y a pas justement ce qu'on fait quand on raconte, toute cette envie de mettre en scène, de mettre des éléments en valeur, d'en faire attendre certains pour créer un effet. Il faut surtout pas chercher à créer un effet. On note, mais on note vraiment. Mais des fois, dans le rêve, on a des sensations, on a des images, de là être aussi précis, de savoir s'il y avait un objet plutôt à droite, plutôt à gauche, savoir si on l'a pris, ça relève vraiment de l'entraînement. Oui, ça relève de l'entraînement. Mais c'est un entraînement qu'on fait aussi dans notre vie quotidienne. Quand on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, y a les gens qui observent et puis c'est apprendre à regarder. Mais c'est apprendre à regarder... alors, je veux dire quelque chose qui ne me plaît pas trop, mais parce que je déteste justement écarter certaines personnes du rêve ou bien faire des catégories, mais il y a quand même, il faut bien avouer, une caractéristique féminine qui permet d'être attentive à beaucoup de détails. C'est vrai que si je me trouve avec mon mari et qu'on croise quelqu'un, je vais être capable parfois de dire comment cette personne était habillée, alors que lui n'aura rien vu de tout ça. Et bon, il aura pris d'autres informations, mais pas ces informations concrètes-là. D'accord. Et donc dans le rêve, tous ces détails-là ont leur importance ? Ah bah oui, alors ça c'est aussi quelque chose de très... alors pas compliqué, mais on joue avec ça après. Hein. Faut quand même rester léger sur tout ça. C'est quelque chose de passionnant, d'absolument fascinant. Mais il faut pas y mettre trop de poids. Tout est là pour nous servir et pour que on puisse s'en emparer, mais on joue pas notre vie. Hein, même si effectivement c'est quelque chose qui peut nous aider pour avancer dans notre vie, mais on peut être sûr que si une information n'a pas été entendue à un moment, elle va revenir. Donc c'est pas grave, faut pas, on passe pas un concours quoi. J'entends, pour autant, il y a des rêves qui perturbent vraiment, des rêves qui sont violents, des rêves... On peut avoir des rêves tout aussi légers et absurdes qui nous font rire, mais quand on a ces rêves-là qui sont parfois glauques, le prendre avec légèreté, comment tu fais ? Oui, oui, c'est sûr. Après, c'est toujours pareil, c'est l'idée de se familiariser avec un univers. Parce que c'est vrai que l'univers du rêve, il est quand même... alors, j'allais dire, il n'est pas très subtil. Si, il peut être très subtil. Mais il faut bien avouer que
quand il y a quelque chose qui vous attire, que le rêve traduise ça par le fait de coucher avec la personne qui est en face de vous, parce que en fait c'est pour dire l'attirance, mais l'attirance, comment la rendre l'attirance? Parce que c'est que par image. Le mot attirance n'intervient pas dans le rêve. Donc comment traduire une attirance? Ben voilà, on est attiré sexuellement. Donc on se met à faire l'amour avec la personne qui est devant nous. Et quand on voit ça, quand on se réveille, on se dit mais non, mais moi j'ai pas du tout envie de ça, je suis pas du tout d'accord. Donc on met ça à distance. Mais si on accepte que le rêve utilise des images très fortes, mais que ça ne traduise pas une déviance sexuelle, mais que ça vienne juste dire une assurance, on peut du coup accepter l'image. Donc c'est vraiment cette question de se familiariser avec l'univers du rêve qui effectivement ne prend pas toutes nos comment dire, toutes nos précautions, parce que on est quand même aussi dans un stade d'évolution où on évoque des choses très subtiles, on fait très doucement, on s'approche. Le rêve, lui, il s'embarrasse pas de tout ça, quoi. Et prof. Oui, parce qu'on peut se réveiller de rêve en ayant l'impression de l'avoir vraiment vécu, en ayant mal physiquement, en ayant des émotions fortes. Prendre du recul à ce moment-là pour noter, ou pour pas noter, juste prendre du recul, c'est un exercice important, c'est difficile. Alors, à 3h du matin, t'es réveillé en transe parce que ce que tu viens de voir a amené souvent une peur. Comment tu gères, toi, dans ces moments-là? C'est pas venu tout de suite, hein. Je me suis pas dit tout de suite oh bah c'est bon, c'est pas grave, c'est du rêve. Non. Je me souviens par exemple d'un rêve que j'ai fait où j'avais tué un enfant. Mais c'était horrible. Bah oui, c'était dans le rêve, j'errais et je sentais cette angoisse de. En plus, dans mon histoire, la mort des enfants est quelque chose qui a beaucoup de place. Donc cette image-là m'avait véritablement perturbée. Et le rêve a quand même été très gentil. Parce que j'errais dans mon rêve, mais j'étais dans un univers complètement sombre, il n'y avait plus rien, plus de décor, c'était du vide autour de moi, et du vide extrêmement sombre et lourd. Et en fait, dans cet univers très sombre, très lourd, j'étais passée à côté d'une église, et sur les marches de l'église, il y avait un prêtre qui était là. Et alors, je précise quand même que certes je suis chrétienne par appartenance tout simplement au milieu. On vit en France, c'est quand même la culture dominante, mais moi je ne suis absolument pas chrétienne au sens traditionnel du terme. Et donc déjà voir cet homme dans cette église, bon, c'était assez étrange, mais ce qui était encore plus étrange, mais qui m'a énormément soulagée, c'est de voir ce prêtre en fait me faire un signe pour m'absoudre. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti un poids vraiment qui a été évacué. Donc là, c'est vrai, j'ai eu la chance que dans le rêve, il y ait quelque chose qui vienne me sauver. Mais des fois, c'est pas le cas. Des fois, on se réveille justement parce que l'image est tellement horrible qu'elle nous sort du sommeil. Et c'est comme, tout à l'heure on parlait des relations sexuelles, mais la mort est aussi quelque chose qui revient très souvent dans les rêves. Mais la mort désigne une forme de disparition, et c'est pareil, la disparition, elle est pour nous, la mort est quelque chose qui nous fait peur. Donc cette disparition, bien sûr, nous plonge dans l'angoisse. Mais c'est simplement une forme de disparition. Cet enfant que j'avais tué, en fait, je l'ai compris après, parce que ce rêve
a pris sa place dans une série, et donc la série a permis d'éclairer un petit peu le sens du rêve. Cet enfant que j'ai tué, c'était moi. Mais c'était très bien, en fait, que je tue cet enfant. Mais que je le tue, non pas... je l'avais décapité, en plus. Oh, c'était vraiment... C'était horrible. C'est sympa. Ah oui, oui, c'était vraiment... Oh, puis il y avait tous les détails, enfin, une horreur. Mais en fait, c'était très bien que je le fasse disparaître. Parce que cet enfant, c'était un stade de moi-même qu'il fallait que je dépasse. Donc il fallait que je le fasse disparaître pour accéder à une autre étape de mon existence. D'accord. Alors je reviens sur ce que tu disais, là tu parlais de séries de rêves. Il y a des rêves effectivement qui sont récurrents. Alors, des fois c'est tout le temps le même qui revient, des fois il y a une petite nuance différente, où on sent qu'il y a un lien. Comment on analyse ces rêves-là? Comment tu expliques ça? Alors, je ne vais pas forcément expliquer d'où ça vient. Et la seule chose que je peux faire, c'est effectivement constater que c'est quelque chose qui arrive. Alors, des rêves récurrents, personnellement, j'en ai pas. Enfin, si, j'ai des rêves qui reviennent quand j'ai de la fièvre, mais c'est lié à un état particulier. Mais par contre, Pardon. Des rêves avec un thème qui revient ou des éléments qui reviennent, ça c'est extrêmement fréquent. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant de noter ces rêves, parce que ce sont des informations à côté desquelles on passe si on ne note pas les rêves. Parce que ce thème-là, il peut être évoqué dans un rêve et puis revenir des mois après. Donc bien sûr, des mois après, on n'a pas forcément retenu le premier rêve, on l'a oublié, on est passé à autre chose. Mais oui, des thèmes qui reviennent, des motifs, au sens presque esthétique du terme, oui, ça arrive très souvent. Et c'est justement la variation entre un rêve et l'autre qui permet de trouver du sens. Et où tu places, toi, la symbolique? Je pense qu'on a tous des rêves qu'on fait... on a tous fait le rêve de perdre une dent, d'où l'émergence des dictionnaires des rêves. Est-ce qu'on arrive à mettre quelque chose un peu collectif dans la symbolique de ces rêves-là? Est-ce qu'il y a une symbolique ou est-ce que vraiment à chaque fois ça doit être quelque chose de très personnel? Il y a des symboliques. De toute façon, le symbole, normalement, il est plus ou moins universel. Sauf que le symbole, il peut être utilisé de manière très différente. Alors, c'est vrai aussi... alors moi, je suis habituée à utiliser les symboles dans des textes, pour lire des textes et puis pour lire des œuvres aussi, des œuvres picturales ou autres. Les symboles sont là. Et puis, c'est vrai qu'ils peuvent avoir une signification, mais ce n'est pas leur présence qui va être à elle seule le sens du rêve. En fait, c'est voir comment c'est utilisé dans le rêve, dans quel contexte. En fait, il faut vraiment se pencher précisément sur chaque rêve. Et les dictionnaires de symboles peuvent être intéressants, mais quand on regarde, il peut y avoir tout et son contraire en fait. Alors j'utilise par exemple régulièrement, parce que je vois des animaux arriver dans mes rêves, et les animaux sont aussi des présences symboliques. Et si on regarde un animal, il peut être un symbole de quelque chose de très différent selon la culture dans laquelle ce symbole est utilisé, selon la période, et vouloir ramener ce symbole à une seule signification, en fait, ne permet pas d'en tirer bénéfice. D'accord. Et donc en fait, un symbole qui peut être récurrent chez d'autres personnes, il doit être étudié dans un contexte beaucoup plus global, en fait, lié à la personne. C'est ça. Tu dis. Uniquement lié à la personne. Okay. C'est pour ça que,
En fait, les dictionnaires de rêves, enfin pas de rêves, mais de symboles liés au rêve, ils sont très décevants parce que à chaque fois, c'est vrai qu'on se dit, je vais trouver là justement la signification que je n'arrive pas à trouver. Et en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu, nous, dans le rêve. Et c'est un petit peu comme les horoscopes de magazine, quoi. Oui. Du coup, alors, on est arrivé, on se réveille le matin, on reste dans notre bulle un petit peu, on fait des notes de l'image qui nous a marqué le plus et on essaie de remonter le fil du temps. Ok. Maintenant, comment on passe à l'étape d'après? De se dire, ce rêve a un message pour moi. Comment je traduis ce message? Quels sont les outils qui sont à ma disposition? Qu'est-ce que tu en fais, toi, une fois que tu as noté ce rêve-là? Alors c'est là où je ne vais pas pouvoir donner beaucoup d'explications parce que en fait chaque rêve m'amène à utiliser des outils différents. Non, parce que mais si je dis par exemple que comme outil ce qu'on va utiliser c'est de dégager l'implicite ou bien de pousser jusqu'au bout la logique du rêve, ça va pas t'aider. Non, mais je suis pas sûre que ça parle à grand monde. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est là où justement, c'est là l'intérêt de mon rôle. Alors justement, parlons-en de ton rôle. Explique-nous alors, à quel moment toi tu peux intervenir pour nous aider justement dans cette analyse? Ouais. Justement, je ne peux pas créer le rêve, bien sûr. Chacun arrive avec son rêve. Et c'est là où moi je vais pouvoir poser des questions déjà, parce que ça c'est très, très important. La personne qui arrive avec son rêve va pas forcément avoir tout détaillé. Mais ce rêve est encore présent, donc on peut interroger, fouiller, aller chercher des tas de détails. Ça c'est une question que tu as posée tout à l'heure d'ailleurs, de savoir si tous les détails étaient intéressants ou pas. En fait, il faut noter tous les détails. Certains vont avoir de l'importance et d'autres sont presque anecdotiques. Mais ça, on ne le saura que quand l'analyse aura été faite. Et donc, pour en revenir à ce qui se passe, c'est interroger le rêve, poser des questions, pour que la personne découvre elle-même des détails du rêve auxquels elle n'avait pas prêté attention. Et de toute façon, après, très naturellement, il y a des choses qui vont sortir, c'est-à-dire « Ah, ça me fait penser à telle chose » ou « Tiens, j'avais pas vu ça, mais c'est vrai que dans ma vie, en ce moment, il se passe telle chose. » Et peut-être que ça peut être... ça peut éclairer ça. Et donc par le jeu des suggestions, il n'est pas question de suggérer à la personne ce qu'il y a dedans, hein, mais simplement de l'accompagner pour qu'elle trouve elle-même les informations qui se logent dans le rêve. Il y a des sens qui vont apparaître d'eux-mêmes. Oui, on entend que tu laisses vraiment la personne faire émerger le sens finalement et l'analyse, mais ton expertise et ton expérience montrent que toi tu vas accompagner dans le questionnement pour que la personne se pose les bonnes questions par rapport à ce détail ou par rapport au personnage qui était dans le rêve. Tu reçois de manière individuelle, de manière collective? Alors, individuelle. En ce moment, j'ai ma fille qui m'a laissé un message. Maman, j'ai un rêve avec un poussin bizarre. Est-ce que tu peux m'appeler pour qu'on en parle? Donc voilà, par exemple, ça c'est individuel, mais ça c'est individuel dans le cadre proche, familial. Non, l'intérêt du travail, pour moi, c'est de travailler avec le groupe. Parce que, de toute façon, il y a... alors, je suis habituée à travailler avec le groupe, puisque j'ai été enseignante pendant 20 ans, et puis ensuite, je continue toujours d'ailleurs de le faire, d'animer des ateliers d'écriture. Et quand on partage quelque chose autour d'une table, il y a vraiment quelque chose qui se crée. On accède
à un lieu. Bon, c'est peut-être l'histoire de l'intelligence, on est plus intelligent à plusieurs que seul, mais on a accès à des informations auxquelles on n'accéderait pas seul. Donc le groupe est très important pour ça, et parce qu'il va aussi justement multiplier les points de vue, les regards, les manières de percevoir les choses, de les envisager, et du coup pour la personne qui expose son rêve, ça lui permet de dire non, là tu dis un truc, moi ça résonne pas du tout, c'est pas du tout comme ça que je ressens les choses. Ou bien une personne va être amenée à évoquer un épisode de sa vie ou de la vie de ses aïeux par exemple, et ah mais oui, ah, mais ça, mais j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai, moi aussi dans ma famille il y a quelque chose de ce type-là qui s'est passé. Alors c'était pas tout à fait la même chose, mais quand même il y avait bien une histoire. Donc ça permet d'accéder en fait à... On a tous un peu la même histoire, enfin forcément on vit tous des émotions semblables, et puis on a tous dans notre passé des histoires qui résonnent, enfin il y a des échos forcément. D'accord. Donc c'est pour ça que le groupe est très important. D'accord. Et alors j'ai eu la chance de participer à un atelier que tu as proposé autour du rêve, et j'ai été agréablement surprise du fait que tu utilisais la constellation. C'est un outil que j'aurais jamais imaginé mettre en place pour un rêve. C'est assez probant. Comment ça marche pour toi? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet outil-là appliqué au rêve? En fait, la constellation permet aussi tout simplement d'extérioriser le rêve, de le donner à voir. Donc ça c'est une première chose, c'est-à-dire qu'en plaçant des figurines pour représenter ou bien des personnages, ou bien des objets, ou bien des émotions aussi, ou des maladies, ou n'importe quoi, tout ce qui est représenté. D'ailleurs c'est quelque chose qui est très fréquent dans le rêve. Le rêve va représenter des choses, pas nécessairement sous la forme concrète qu'ils peuvent prendre dans la réalité, mais sous forme de personnages, comme si en fait un personnage allait endosser le rôle d'une maladie par exemple, ou le rôle d'une émotion, la traîtrise, tout ce genre de choses. Donc la constellation, déjà, quand on place les figurines pour représenter les différents éléments du rêve, permet au rêveur d'avoir une autre vision de son rêve. Et ensuite, le rêve, d'ailleurs, à mon avis, c'est ça qu'il... Alors, on ne peut pas dire tous les rêves, hein, c'est difficile de ne pas tomber dans les généralisations, et pourtant il faut absolument éviter. Le rêve, en fait, vient nous proposer un tableau de quelque chose qui, à mon avis, est présent et qui ne demande qu'à s'étendre, qui ne demande qu'à évoluer ou à prendre de la place dans notre existence. Et en constellation, donc grâce aux figurines, on peut effectivement aller essayer, voir ce que ça donne. Si on déplace telle personne, qu'on la place beaucoup plus près de celui qui nous représente, ou au contraire, si elle tourne le dos à celui qui nous représente, qu'est-ce qui se passe? Et donc on fait jouer le rêve, on le laisse évoluer. Et c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant. Oui, parce que tu parlais tout à l'heure de prendre de la distance par rapport à ce qu'on a vécu. Le fait de mettre en place la constellation permet cette distance-là, en fait. Parce que, effectivement, on amène un autre regard de quelqu'un qui observe le rêve plutôt que de le vivre toujours dans l'émotion. C'est assez bluffant. Clairement, c'est bluffant. Un élément qui m'a surpris aussi, c'est que finalement, on n'est pas obligé de le comprendre. Juste de le voir et de l'observer, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent et on peut lever les voiles sans forcément mettre de la conscience ou du mental, plutôt du mental. La conscience elle vient naturellement, mais plutôt mettre du mental sur ce qu'on a vécu, et ça libère automatiquement.
Voilà, c'est vraiment, effectivement, tu as raison, hein, c'est faire la différence entre le mental et la conscience, c'est pas la même chose. Parce que le mental, en fait, il catégorise, il organise, il classifie, il projette. La conscience, elle vient juste apporter de la lumière. Et c'est ça qui est intéressant. C'est... je crois que les 2 couleurs du rêve, s'il fallait donner au rêve 2 couleurs, je choisirais, parce que ce sont celles que j'ai souvent vues aussi, le noir bien sûr, puisque c'est l'image des profondeurs que l'on va sonder, et le jaune qui est la couleur de la lumière, associée bien sûr au soleil, à la vie, à tout ce qui nous réchauffe, mais aussi à la conscience. C'est pouvoir descendre dans nos profondeurs avec cette lumière qui nous accompagne et qui permet justement de comprendre que les ombres, on les voyait à peine, on pouvait imaginer autour de nous, dans cette noirceur, des monstres absolus, ne sont pas des monstres, mais que ce sont des parts de nous-mêmes qui sont restées blessées et qui demandent à être apaisées. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot monstre ou pas monstre, justement? Qu'est-ce que c'est cette zone d'ombre qu'on ne veut pas aller voir et qui nous fait si peur? Ben justement, pour moi, cette zone d'ombre, c'est parfois... Alors, le sentiment l'émotion de la colère est une émotion qui peut être très violente et qui peut nous amener à avoir envie de faire du mal, de blesser quelqu'un. Alors, ça peut aller jusqu'à le frapper. Dans nos rêves, d'ailleurs, on n'hésite pas. Hein. C'est pareil, ça fait partie des scénarios où on n'a pas du tout envie de voir ça, où on se voit frapper. Alors, généralement, des enfants ou des personnes qui... faiblesse, en situation voilà, de faiblesse. Qui sont en situation de faiblesse. Et c'est... Si on se voit comme un être plein de colère et prêt à toutes les violences, en fait, pour se faire sa place, parce que c'est souvent ça, effectivement, c'est quelqu'un de monstrueux. On en a plein des exemples autour de nous de personnes qui utilisent leur pouvoir pour prendre toute la place. Oui. Et on n'a pas du tout envie d'être cette personne-là, d'autant que non seulement on n'a pas du tout envie, mais on n'est pas cette personne-là. On sait que c'est quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc voir cette image de violence, c'est quelque chose qui nous fait peur. Pourtant, si on va sonder un peu plus loin, on va se rendre compte que cette colère, c'est un moyen de se protéger parce qu'on a très peur de quelque chose et parce qu'on ne se sent pas assez solide, on se sent fragilisé. Donc, le moyen de se défendre, c'est d'agresser. Merci pour cet échange. J'invite les personnes qui nous ont écoutés à poser des questions en dessous de la vidéo ou de l'audio, de manière à ce que, avec les questionnements que vous pourriez avoir, on puisse éventuellement refaire des séries de podcasts qui répondraient à ces questions-là pour permettre d'éclaircir et d'avancer sur le chemin du rêve. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Sandrine. Si vous souhaitez vous faire accompagner par Catherine Tanguy, vous retrouverez le lien vers son site internet pour pouvoir la contacter dans la description de ce podcast.